Bonjour, est-ce que vous voulez savoir les secrets d'un marchand de biens, mais encore mieux, les secrets de quelqu'un qui veut pleinement s'épanouir et qui veut mettre sa réussite au service d'un style de vie absolument exceptionnel? Bonjour à tous. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour. Je vous présente Jean Laplace que j'ai rencontré dans le cadre d'un mastermind avec qui j'ai eu une conversation absolument passionnante hier et qui m'a expliqué que c'est pas ce qu'il fait qui le passionne, mais c'est en fait la puissance de ses résultats qui vont lui permettre d'avoir plus de liberté et plus d'épanouissement dans sa vie. Ouais, exact. Jean, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, alors en fait, moi, mon activité principale professionnelle, c'est marchand de biens. En fait. Donc, mon travail consiste à acheter des biens en vue de les revendre avec une plus-value entre les deux. Donc, c'est soit de la division, de la rénovation, et maintenant, je vais plus sur la construction des domaines comme ça. Voilà. Mais donc ça, c'est mon activité principale. Mon activité secondaire, qui fait qu'on s'est un petit peu rencontrés, c'est que je vends de la formation sur Internet pour aider les gens justement à pas vivre le périple que j'ai vécu au début de mon aventure et d'avancer comme ça dans le noir et vraiment avoir toutes les bonnes méthodes pour se lancer dans l'achat. Alors tu as un parcours à part, tu es passé par des métiers qui n'avaient rien à voir avec l'immobilier. Ouais, tout à fait. Ouais. Comment tu en es arrivé là? Mais en fait, si tu veux, donc, après mon baccalauréat, ce qui était une priorité pour moi, alors on se cherche tout le temps un peu, ce qui était vraiment la priorité pour moi, c'était d'avoir un métier vocation. C'est-à-dire qu'en gros, on te dit, fais un métier que t'aimes, fais un métier qui sert, etc. Donc je suis parti un peu avec cette idée-là, et il se trouve qu'à l'époque, je faisais beaucoup d'arts martiaux au lycée. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé donc, en peloton d'intervention de gendarmerie pour commencer, donc un métier assez agité et passionnant. Mais donc c'était des métiers vocation, mais c'était des métiers où le cadre d'emploi était trop strict pour moi, était trop, voilà, je n'avais pas la mesure de la décision. Donc vraiment c'était très enrichissant, mais bon, voilà, je ne choisissais pas, il fallait travailler à ce moment-là sur ce type de suite. Et donc j'ai voulu changer, j'ai voulu chercher autre chose. Et finalement un peu avec le même modèle, en fait je me suis retrouvé pompier de Paris. Tu vois, donc toujours des métiers vocation, c'est la même idée. Oui, à l'ordre. Voilà. L'organisation. Exactement, un peu l'efficacité, mais en fait ça a été un peu la même erreur entre guillemets que dans la gendarmerie, parce que autant la mission, la mission était passionnante, autant justement le cadre d'emploi lui était trop serré, trop fermé pour moi. Donc dans les deux cas en fait j'ai décidé de partir, ce qui a toujours été un choc pour mon entourage, mais j'ai dit non en fait je suis pas totalement aligné avec le cadre d'emploi, ça ne va pas me satisfaire sur le long terme, donc je m'en vais. Voilà. Ça a été vraiment le début du parcours. En fait, le fil rouge, c'était la liberté. Alors ça, je l'ai découvert que tardivement, mais la finalité, c'est ça, c'est pendant tous mes premiers métiers, dans toute cette liste de métiers qu'il va y avoir jusqu'à ma situation d'aujourd'hui, je suis passé toujours pour un instable, pour quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il voulait, qui n'était pas capable de tenir une situation. Et maintenant que j'ai vraiment un aliment personnel et professionnel qui est bien meilleur. Tu passes pour un génie. La même personne a changé de statut. Ouais, j'aurais pas dit génie, mais en fait ça fait sens. Tout c'est clair et c'est évident. Jean il a toujours été comme ça, c'est logique, etc. Mais ce qui est complètement logique et qui me met en avant aujourd'hui, en fait avant on m'a dit non, il sait pas ce qu'il fait, il sait pas ce qu'il veut, il n'est pas capable de tenir dans un truc, voilà. Surtout que j'avais pas mal de réussite dans ces métiers-là. Et donc les gens, s'inquiétaient. Non, ne me comprenaient pas, mais pourquoi donc en gendarmerie j'avais fini major de ma promotion, au pompier de Paris j'avais fini deuxième. Ils me disent mais pourquoi la voie est tracée pour toi, tu as réussi, tu restes là quoi. Et je dis mais non en fait parce que peut-être qu'il y a une réussite, sociale ou professionnelle, mais en fait il n'y a pas une réussite personnelle, il n'y a pas un épanouissement personnel. Voilà, c'est ça, exactement, un accomplissement. C'était un travail. Exactement. Sans plus. Exactement. Alors comment trouve-t-on un travail qui nous remplit de joie? Écoute, si tu as la réponse. Non, là ça a été. Toi, a priori, tu l'as trouvé. C'est ça, mais en fait c'est au gré des opportunités, au gré de tes recherches. Oui. Je crois qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui pourra peut-être vous aider, c'est que pendant tout le temps où on ne sait pas ce qu'on veut, souvent on sait ce qu'on ne veut pas. C'est clair. Tu vois, et c'est quelque chose, ça j'ai eu la chance de le comprendre assez tôt. Je me suis vite rendu compte que je ne savais pas ce que je voulais, que je ne savais pas si je voulais continuer mes études, quel type d'études, quel type de métier, etc. Par contre, j'étais capable d'éliminer un maximum de choses. Et déjà en raisonnant comme ça, ça te permet quand même le cercle se resserre. Voilà, tu trouves peut-être pas la direction, mais tu sais déjà toutes les directions où tu dois pas aller, quoi.
Tu vois, et ça je pense que ça m'a beaucoup aidé, mais même encore aujourd'hui, tu vois, on n'est pas capable de lire dans l'avenir. Je pense qu'on a tous les mêmes vies, quel que soit le style de vie ou les niveaux de vie, où tu n'es pas capable de savoir ce que ta vie va être, le sens exact du pourquoi, etc. Mais tu sais que voilà, il y a des idées qui t'appartiennent, des sensations qui t'appartiennent, et il faut se faire confiance sur ça, je pense. Ouais, c'est ce qui m'a bien aidé. Après les rencontres, qui peuvent complètement nous éclairer sur une voie, sur une possibilité qu'on ne voyait pas. Ouais. Je pense que ça c'est important. Et je crois aussi les messages qu'on entend, parfois ils arrivent au bon moment. C'est-à-dire que notre cerveau est préparé. Ouais. Nous-mêmes, on a fait tout un parcours qui nous a préparés et on l'entend ce message pour la 10e fois et c'est cette fois-ci on le comprend en fait. On a toujours l'impression qu'il y a des coïncidences troublantes. Ouais. Et finalement, avec du recul, je pense que ça fait quoi ce que tu dis? C'est-à-dire qu'en fait, c'était peut-être pas tant que ça des coïncidences, c'est juste qu'à ce moment-là, ton esprit s'est ouvert et a eu la capacité d'attraper le message et de lui donner un sens, une résonance dans ton actualité. Ouais, je suis complètement d'accord, tout à fait. Donc toi, tu es devenu marchand de biens et tu en as fait une force pour tes choix de vie. Alors, le mot marchand de biens parfois est mal perçu et d'ailleurs il a même une connotation négative. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, mais ça a du sens en fait parce que pour beaucoup et pour souvent, la plupart, le marchand de biens, c'est quelqu'un, si tu veux, qui cherche juste le bénéfice, le profit, et un peu à... Qui veut s'enrichir sur les dos des autres. Oui, voilà, c'est ça. Un peu à n'importe quel prix. C'est ça, je pense, le point important, c'est un peu à n'importe quel prix. Je suis complètement d'accord avec ça. Alors, est-ce que c'est ça, un marchand de biens? Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs? C'est un statut juridique, avant tout. Oui, en fait, le marchand de biens, c'est ni plus ni moins qu'un commerçant qui va lui vendre des biens immobiliers. Tu vois, tu peux vendre des carottes ou des jupes. Le marchand de biens, lui, il va vendre des biens immobiliers. C'est rien de plus que ça, en fait. Mais finalement, tu vois, l'idée du marchand de biens mauvais homme, c'est juste une question de pratique. C'est chacun fait les choses de la façon qu'il entend, tu vois. Et bon, après, je pense que c'est pas tant que ça une généralité. C'est simplement que ceux qui ont été vus comme ça ont suffi à répandre la réputation. Voilà. Et aussi, je pense qu'il y a eu des dégâts, des abus dans le passé, notamment avec les banques, avec les crédits. Et de ce fait même, les banquiers, ils n'aiment pas trop prêter au marché, sauf quand ils ont déjà une bonne trésorerie. Ouais, mais moi, je dis souvent qu'en fait, c'est les banques qui ont provoqué ça, dans la mesure où, en fait, justement, pendant les années 90 et 2000, il y a eu énormément de prêts très faciles à qui voulait se lancer. Et donc un peu n'importe qui. Et finalement, bien évidemment, ça a amené à les différentes crises et les différentes situations, ça a amené des situations complexes. Et là, le banquier s'est retourné, les banquiers sont retournés en disant « Oh là là, mon Dieu, ils font n'importe quoi !» Mais oui, ils font n'importe quoi, mais c'est vous qui avez prêté l'argent et à n'importe qui. Donc forcément, parce que c'est vrai que la particularité, on me demande souvent comment on devient marchand de biens, quelle école on fait. La particularité des marchands de biens, c'est que bien souvent, ce soit d'anciens agents immobiliers, soit d'anciens banquiers, soit d'anciens maîtres d'œuvre, artisans, etc. C'est une opportunité qu'on découvre par le biais de ce type de métier, et on se dit, en fait, c'est vachement mieux que ce que je fais aujourd'hui, et j'ai envie de devenir marchand de biens. Ou des gens qui ont fait d'achat à revente de réseaux principaux. Souvent aussi, donc en profitant de l'exonération de la plus-value. Et à ce moment-là, ils ont voulu accélérer, et par contre, à un moment donné, quand on fait trop souvent d'achat-revente, on doit tout simplement accepter de rentrer dans un nouveau statut qui a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. C'est ce que j'allais dire. En fait, il y a vraiment les avantages et les inconvénients du professionnel. En fait, l'inconvénient que tu vas avoir, c'est surtout en tant que particulier, l'inconvénient que tu vas avoir, c'est que très rapidement, tu risques, alors on ne veut pas rentrer dans les détails, mais tu risques la requalification en tant que marchand de biens. Alors, est-ce grave, docteur? Voilà. En soi, il y a deux conséquences qu'on peut... Bon, on va pas aller, encore une fois, on va pas les voir dans le détail là maintenant, mais il y a deux impôts dans l'achat-revente. Il y a l'impôt sur la marge, ça c'est quand tu payes 36% sur ta plus-value, et il y a la TVA. C'est deux choses qui sont complètement différentes. L'impôt sur la marge, en soi, c'est un faux problème, c'est de l'optimisation, parce que tu vas payer de la marge quand tu as fait du bénéfice. Donc même si c'est jamais agréable, si tu ne fais pas de bénéfice, il n'y a pas de marge. Là où en fait ça devient dangereux, c'est la TVA. Parce que la TVA, quand tu achètes un produit 100 et que tu vas le revendre 120, si tu n'avais pas prévu la TVA et qu'il y a de la TVA, finalement on va peut-être te prendre 20. Donc ça peut te manger toute la marge.
Et c'est tout l'enjeu d'avoir une stratégie vraiment pensée quand on se lance dans l'achat-revente, parce que si tu te retrouves à faire un achat-revente en particulier et que tu es requalifié à juste titre en professionnel, bah, tu vas être assujetti à la TVA. D'accord ? Donc il faut vraiment avoir quelques notions de TVA qui permettent de comprendre quel type d'opérations vont être intéressantes ou pas en fonction de ta situation. Donc l'inconvénient du financement professionnel, c'est qu'effectivement tu vas avoir des garanties, des financements professionnels à obtenir, mais c'est quand même énormément d'avantages à côté. Parce que déjà le premier avantage que je cite, c'est les frais de notaire. Les frais de notaire en particulier, c'est autour de 7 à 8% pour faire la louche. Quand on passe en professionnel, on tombe à 2 à 3%. Donc déjà, c'est sur toutes les opérations, c'est 5% qui sont gagnés. Donc ça rend beaucoup d'opérations rentables qui ne sont pas rentables en tant que particulier. Et le deuxième point, qui est un point de friction assez classique, c'est que si effectivement vous vous amusez à faire des opérations d'achat-revente en tant que particulier, vous en faites une, vous en faites deux, mais très vite, en fait, vous n'avez pas la capacité de profiter de l'effet levier global qui est de faire 5 opérations en même temps, même voire plus, tu vois, de vraiment accélérer, de faire des choses et d'avoir des chiffres qui sont extraordinaires. Et le financement professionnel permet de faire ça en fait. On va financer ton opération au lieu de te financer toi, donc tu vas pouvoir lever des fonds de manière bien plus importante. Tout à fait. Par contre, vous aurez l'obligation de revendre dans un délai de 2 ans ou moins en fonction des... En fait, l'engagement de base, il est de 5 ans. Maintenant, depuis 2011, ça a changé, c'est 5 ans. Mais il y a une situation particulière de première mise en division, enfin pour la vente à la découpe. Encore une fois, c'est pas le moment de rentrer dans les détails, mais qui fait qu'effectivement, dans ces situations, on est ramené à 5 ans. Mais bon, clairement, c'est un milieu d'opportunités. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Et la question qu'on me pose souvent, c'est oui, mais chez moi, est-ce que est-ce que moi je suis en ville, moi il y a tous les extrêmes, je suis en ville, c'est très cher, et je suis à la campagne, et je pense que en fait c'est possible partout, parce que on n'est pas sur, souvent les gens font l'erreur entre l'investissement, qui est le fait d'acheter un bien et de le garder pour qu'ils suivent le cours du marché, que le marché augmente et je vais faire une plus-value à la fin, et l'achat-revente. Dans l'achat-revente, on est sur du court terme, on ne s'intéresse pas pas spécifiquement, c'est toujours une composante, mais à la direction du marché. Ce qui est important, c'est d'avoir la capacité sur son bien d'apporter une valorisation, quelle qu'elle soit. Déjà, essayer de l'acheter en dessous du prix de marché, déjà, c'est déjà gagnant. Améliorer Exactement. Et le revendre à des personnes qui vont faire peut-être de la promotion, tout simplement des particuliers qui sont satisfaits et du coup prêts à vous payer le prix. C'est ça. Mais déjà, tu vois, le plus classique, c'est la rénovation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont soit pas la capacité, qui ne savent pas faire, soit qui n'ont pas le temps de le faire. Donc il y a plein de gens qui, simplement parce que toi tu vas rénover le bien à leur place, vont payer plus cher et tu vas pouvoir prendre ta marge là-dessus. Le deuxième élément, bien sûr, c'est d'essayer d'acheter en dessous du prix. Il y a un troisième point qui est assez classique, c'est le fait d'acheter en gros. Quand vous achetez une grande surface de, je vais dire une bêtise, mais vous prenez 500 mètres carrés d'immeuble et que vous revendez ça en 5 lots de 100 mètres carrés par exemple, c'est la même chose que dans le commerce. Vous achetez en gros et vous revendez au détail. Donc forcément, il y a une marge qui se crée, c'est pas le même prix au mètre carré et vous pouvez prendre une plus-value là-dessus. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup Jean. Alors toi, aujourd'hui tu es installé, tu as ton réseau. Celui qui se lance et qui ne sait pas par où commencer, comment fait-on pour trouver une bonne affaire ? En fait, moi ce que je conseille, c'est de voir ça, parce que ça fait souvent peur aux gens de dire « Ah, mais trouver une opération c'est super compliqué, etc. » Moi je dis deux choses par rapport à ça. Déjà, la première chose, c'est que dans mes chiffres, encore aujourd'hui, maintenant on est en millions d'euros de chiffre d'affaires. On a commencé avec rien, avec une première opération. Il a fallu attendre de finir la première pour en faire deux. Tu vois. On a commencé vraiment du début. Parce que je suis associé en fait. Avec un ami, on est deux là-dessus. Et en fait, quand tu commences, alors déjà, encore aujourd'hui, c'est ça que je voulais te dire, encore aujourd'hui, on s'est rendu compte que plus de la moitié de nos opérations sont des opérations qui sont doublement négociées. C'est-à-dire que au lieu de dire « Ah mon Dieu, il faut sauter sur le bien, il faut l'acheter dans la demi-journée, si tu n'y es pas tous les jours, tu ne pourras jamais », en fait, on s'est rendu compte que le plus souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va voir un bien, on le visite, on trouve le prix trop élevé, on fait une négociation, la négociation n'aboutit pas, et on fait le suivi de on appelle ça des pistes ouvertes, nous, on fait le suivi de cette piste ouverte, et c'est que dans le temps, quelques semaines après, quelques mois après, qu'il y a une deuxième négociation qui se fait, et que finalement… Si le bien n'est pas vendu. Voilà, si le bien n'est pas vendu. Mais le plus souvent, tu vas te rendre compte que les opérations que tu les fais dans ce cadre-là. Alors qu'est-ce que ça a d'intéressant
pour ceux qui commencent, c'est qu'en fait, si souvent ce qu'on me dit, c'est oui, mais tu comprends, moi je peux pas y être tous les jours. Je comprends très bien. Mais finalement, en y étant ne serait-ce qu'une fois par semaine et en prenant la peine de faire ce suivi de piste ouverte, tu vois, vraiment de voir les biens que tu as visités, de conserver le contact avec le vendeur ou l'agent immobilier, et bien en fait, il n'y a aucun souci, on va trouver une première opération. Et d'ailleurs, dans tous les élèves que j'ai moi dans mes formations, beaucoup arrivent avec la crainte de ne pas trouver, mais finalement, après quelques temps, c'est pas... Ils en ont trop. Non, mais c'est jamais... je ne sais pas s'ils en ont trop, mais c'est jamais ça le problème. Oui. C'est jamais trouver un bien que le problème. Il y a plein de questions qui se posent derrière. Et peut-être se positionner sur plusieurs à la fois. Bien sûr, tu peux. Et suivre, c'est comme des dossiers... C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il faut voir, et ça revient un peu au premier, mais si un dimanche midi au repas, je vous dis, toi, c'est sûr, tu n'es pas capable de trouver ta résidence principale. Ça va être une évidence pour tout le monde qui ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu dis, moi je suis capable d'acheter un bien, c'est à la portée de tout le monde. Mais finalement, faire de l'achat-revente, en tout cas la partie trouver un bien, c'est exactement la même chose que pour trouver une résidence principale. Une résidence principale, on ne peut pas y être forcément tous les jours. Il y a autant de monde qui recherche des résidences principales que des gens qui recherchent des opérations de marchand de biens. Moi je suis à Bordeaux, alors un marché très tendu, ils ont tous la même problématique de dire il faut se dépêcher de voir les choses pour essayer de ne pas se faire doubler, etc. Et finalement, en fait, non, on prend le temps de visiter, de revisiter, on n'achète pas un bien comme ça. Ça arrive, bien sûr que ça arrive, mais la majorité des gens ont besoin de prendre le temps, de réfléchir, etc. Il ne faut pas avoir l'air pressé, il faut être en position de force. Exactement. Et finalement, cette méthodologie amène, c'est la même qu'il faut appliquer pour l'achat-revente quand on débute, et il n'y a pas de problème, on trouve. Là où le point est important, c'est d'avoir les connaissances derrière pour justement avoir une stratégie fiscale et technique qui fait qu'on ne va pas faire n'importe quoi et on va le faire comme un professionnel. Même si on ne le fait pas un professionnel pour commencer, on risque la requalification, donc on anticipe tout ça. Et si on a une stratégie qui est pensée à l'avance, il n'y a aucun problème et c'est une super opportunité pour démarrer. Très bien. Donc en étant marchand de biens, on n'est même pas obligé de faire des travaux. Alors moi, ça c'est ma grande spécialité. Déjà, quand j'ai commencé, je ne connaissais pas grand chose et de toute façon, je ne suis pas du tout fan des travaux. Voilà. Parce que plus de travaux, ça veut dire plus de délais sur les opérations, plus de surprises, etc., etc. Donc ma grande spécialité, c'est de vraiment, c'est comme ça qu'on a pu avoir une très forte croissance. On est passé de 300 000 € de chiffre d'affaires la première année à 2,5 millions, tu vois, en année 5. Voilà, maintenant, on est un peu plus que ça. On est en 6e année, mais voilà, c'est une forte croissance et ça c'est dû à une recherche de la rentabilité annuelle. La rentabilité annuelle, c'est avoir une forte rentabilité sur mes projets, mais pour des délais très courts. Oui. Et naturellement, si tu mets de la rénovation, tu vas rallonger les délais. Oui. Donc voilà, il faut essayer de se positionner sur des opérations, on va avoir le moins de délais. Et souvent on me pose la question de la promotion. La promotion c'est très bien, construire des maisons, des appartements, c'est très bien. On a des rentabilités qui sont très intéressantes, mais on a des projets qui sont très longs. Mais alors, comment tu vas créer de la valeur sur un bien sans faire des travaux? Tu l'achètes, alors tu fais quoi? Tu le prépares pour des lotissements? Tu l'améliores quand même? Comment tu fais pour le revendre? Il y a deux effets. Dans ce cas-là, il n'y a que deux effets leviers, le plus souvent. Oui. Il y a celui qu'on a vu, c'est l'anomalie de marché à l'achat, c'était le fait d'acheter un peu moins cher. Mais encore une fois, moi je persiste à dire que même si c'est très important d'acheter le moins cher possible, etc., il sera toujours un axe d'amélioration. Mais vous n'allez pas trouver un bien à moins 30% du marché tous les 4 matins. C'est pas quelque chose, ça ne peut pas être un modèle économique. Donc en général, ce qu'on fait, c'est que justement, on va sur des biens. Déjà, il n'y a jamais pas de travaux du tout. Oui. Mais après, dans ce cas-là, on utilise cette idée de j'achète en gros pour revendre en petit. Donc c'est la découpe qui va être intéressante. Oui. D'accord. Alors c'est vrai que pour commencer, si on veut faire les premières opérations, moi je pense qu'il vaut mieux faire de la rénovation. Parce qu'il y a des problématiques fiscales qui font que sur la découpe, il y a une pluralité de biens, etc. Donc voilà, encore une fois, ça je ne peux pas rentrer dans le détail ici. Mais au niveau de la TVA, en termes de stratégie pour anticiper et éviter les problèmes, il vaut mieux être sur la rénovation. Mais l'idée c'est ça, c'est que dans tous les cas, on va essayer d'utiliser un des leviers de valorisation qui fait que ça va faciliter la prise de marge, tout simplement. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui, toi, te remplit d'enthousiasme? Pourquoi tu te bats? Pourquoi tu te lèves tous les matins? Les résultats, c'est important, mais quoi encore? Est-ce que tu as une vision de long terme? Ouais, alors après, c'est ce que on s'expliquait un petit peu hier, c'est que moi j'adore mon travail, c'est vraiment super épanouissant, principalement parce qu'il y a un cadre d'emploi qui est très agréable, c'est-à-dire que déjà à partir du moment où tu es entrepreneur, tu fais tes propres actions et donc tu as le résultat de tes propres actions.
Ensuite, parce que le fait de devenir entrepreneur m'a permis un développement personnel voilà, qui est complètement impressionnant, qui est passionnant. Là, je pense qu'on n'aurait jamais assez de temps pour en parler. Mais finalement, ce que j'ai appris un peu de toutes ces expériences de vie, c'est qu'en fait, mon travail, c'était pas mon objectif. Voilà, voilà, exactement. Oui. Moi, ce dont j'avais besoin, c'était d'une liberté d'action, de pensée, voilà, d'un cadre de vie qui me permettait, ok, peut-être de travailler beaucoup parfois et parfois moins, mais surtout de pouvoir mettre en place tous mes projets de vie, mes projets de famille, mes projets de loisirs, etc. Et la Charvente en fait m'a permis ça, tu vois. La Charvente et l'ensemble des projets que j'ai mis en place m'ont mis ça. Donc l'idée c'est d'aller chercher sa vision, de définir sa vision de vie, comment on a envie. Et ça appartient vraiment à chacun. Certains ça va être dans l'accomplissement de quelque chose, je sais pas, de créer une boîte extraordinaire ou d'aider les gens ou tout ce que tu veux. On peut aller dans tous les clichés. Mais une fois qu'on a cette vision long terme personnelle, on va ramener ça justement dans la vision d'entreprise et surtout, c'est ça l'intérêt de cette notion de vision, c'est de définir les actions à court terme. Ça va te permettre de dire si ce que tu as prévu de faire, les opportunités que tu as prévu de mettre en place ont du sens par rapport à cette vision. Tout à fait. Moi, je te rejoins complètement. Le travail, c'est très important. On a le culte du travail dans beaucoup de pays. Simplement, il ne faut pas oublier quand même qu'on vient sur Terre. On est un petit miracle. On ne vient pas sur Terre pour travailler. On vient sur Terre pour laisser une trace, pour faire quelque chose qui nous remplit, pour peut-être inspirer d'autres personnes, pour ne serait-ce qu'être satisfait de chaque journée. C'est ça, mais il y a un paradoxe énorme dans nos cultures, c'est qu'en fait, tout le monde sera d'accord pour dire qu'on préfère, et j'ai envie de dire, vous préférez les week-ends, les vacances, c'est vachement mieux. Et par contre, si je vous dis que je fais que ça, ça vous pose un problème. Ah oui. Tu vois, et c'est pas assumé c'est pas assumé, c'est comme si la vie est vidée de son sens. Exactement. Et il y a la même histoire avec l'argent, c'est-à-dire que tout le monde veut avoir plus d'argent, mais si vous en avez beaucoup, c'est un problème. Bon, c'est très français ça. Oui, je pense qu'il y a je pense que c'est intéressant d'arriver justement à dépasser ça et de vraiment rentrer en introspection, de savoir ce qu'on veut vraiment, ce qui va vraiment nous permettre d'être épanouis. Voilà. Donc pour ça, je pense qu'il faut bien se connaître. Il faut s'imaginer dans 5, 10, 50 ans et à partir de là, tracer une route et s'y tenir. Et ça demande un travail très difficile pour certains parce que c'est vrai que souvent on a un déni par rapport à notre propre réalité, notre propre actualité. En tout cas, moi, c'est ce dont je me rends compte pour beaucoup de gens autour de moi, c'est qu'ils ont un rêve, tu vois qu'ils ont un rêve, mais ils ne veulent pas le prendre à bras le corps. Ils veulent pas dire, parce que ça peut ouvrir des vannes, des peurs qui sont instaurées depuis leur et des constats d'échec. Exactement. Parce qu'on passe tous par là. Moi, je sais que tu vois tous les métiers qu'on a évoqués. Donc après la gendarmerie, les pompiers, j'étais topographe, géomètre, agent immobilier. Voilà, il y a plusieurs étapes. Et si tu veux, à chaque fois, tu es obligé de dire, typiquement les pompiers. Avant les pompiers, j'ai eu un accident de moto. Ça a été un an de rééducation, tu vois. Et j'ai passé un an à me préparer aux pompiers de Paris pour finalement partir assez vite des pompiers de Paris. Et si tu veux, pour beaucoup de gens, c'était un échec. C'était un échec. Et pour toi? Et moi, c'était juste un test. C'était un essai. J'ai essayé. Ça m'a paru être la bonne décision. J'y suis allé. Ça a été extraordinaire, mais c'était pas ce que je voulais. Bon, je passe à autre chose, tu vois. Mais ça veut dire une remise en question, un retour à zéro. C'est-à-dire socialement, oui, non, j'ai plus d'emploi. Tu vois, c'est ces choses-là qui sont difficiles à accepter. Mais je pense que le bonheur passe par là. C'est vraiment de ne pas être dans le déni des choses et d'assumer sa situation telle qu'elle est. Je pense que la vie est un enchaînement de décisions et de choix, mais surtout il faut les assumer. Et les échecs, comme je le dis souvent, en fait c'est un cadeau, c'est juste une difficulté de plus pour nous tester, pour nous faire grandir aussi, pour savoir comment on va la vivre et qu'est-ce qu'on va en retirer. Et si on est capable d'analyser nos échecs et d'en tirer des enseignements, alors là on peut devenir inarrêtable. Mais si tu les utilises bien, finalement tes échecs, quand je raconte mon histoire, personne ne me dira que c'est des échecs en fait. Exactement. Personne n'osera me dire que ce sont des échecs. Parce que maintenant, tu as un statut, maintenant tu as quelqu'un. Mais il y a 10 ans, je suis sûre que tes proches avaient peur pour toi. Ils me trouvaient solide, c'est pas normal, il est instable. Mais je pense qu'il faut vraiment pas l'aborder comme ça. C'est une très belle histoire. Donc Jean Laplace, il est un exemple très inspirant pour vous, pour nous, pour montrer tout simplement qu'il ne faut pas avoir peur d'être soi-même, d'écouter son intuition et suivre, d'être cohérent en fait. Tu le dis mieux que moi, c'est exactement ça. D'être authentique.
Où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut te suivre, Jean? Est-ce que tu as un site? Tu es sur les réseaux sociaux? Oui, alors le site principal c'est investir-et-immobilier.com avec des traits d'union entre les trois mots. De toute façon, vous tapez Jean Laplace sur internet, normalement vous devez me trouver. Donc ça c'est vraiment pour la partie achat-revente. Si vous voulez voir mes péripéties au quotidien, il y a Instagram normalement. Oui. Le plus souvent. Mais voilà, pour l'achat-revente c'est là et puis après il n'y a pas de souci, vous pouvez m'écrire, ça avec grand plaisir. Donc tu proposes du coaching, tu proposes un accompagnement personnalisé pour des personnes qui veulent se lancer dans le métier de marchand de biens, mais même pour ceux qui veulent le faire à titre... Oui, je pense que de toute façon, encore une fois, c'est ce qu'on vient de dire, il faut voir les choses de manière progressive. Voilà. Le but c'est d'attaquer, le plus important c'est d'agir. Ça on le sait. Voilà, il faut passer à l'action parce que forcément, si ça vous paraît difficile aujourd'hui, mais que vous faites rien, ça ne sera pas plus facile dans 10 ans. Si vous commencez aujourd'hui, vous allez peut-être faire un petit bout, mais petit à petit, c'est ce qui s'est passé pour moi dans l'achat-revente, les chiffres sont parlants. La première année, 300 000 €, ça correspond à une maison. À Bordeaux, c'est une maison, c'est rien, enfin, c'est absolument pas impressionnant. Ce qu'il faut, c'est avoir une première action à la mesure de ce qu'on sait faire, de ce qu'on peut faire, et, voilà, et de ce dont on a confiance. Donc voilà, une première action, et puis petit à petit, après, on évolue et on avance dans ces projets. Le plus important, c'est se lancer, je pense. Vraiment. Tout à fait. J'adore, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean. Merci à toi, Thaïs. C'était extraordinaire, c'était rempli de conseils vraiment éclairés, avisés. Et puis Jean, il sait de quoi il parle. Merci beaucoup. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à télécharger mon livre, Créer un bien d'exception. Et puis, je vous promets encore de très belles surprises. Ciao, ciao!